Bonsoir. L'hommage du monde entier à la conscience morale de l'Allemagne. François Mitterrand, Mikhaïl Gorbatchev, mais aussi le prince Charles ont assisté aujourd'hui à la cérémonie organisée en mémoire de l'ancien chancelier Willy Brandt. Joël François Dumont. L'Allemagne en deuil a tenu à rendre aujourd'hui un hommage solennel à Willy Brandt. L'ancien chancelier, pour les Berlinois, était d'abord un symbole vivant, le symbole de la liberté de la capitale divisée d'un pays meurtri par la guerre. Les Allemands avaient aujourd'hui les yeux rivés sur le Reichstag, symbole d'une Allemagne retrouvée. Plus de 1600 personnalités venues du monde entier se sont associées au deuil officiel en participant à ces funérailles nationales au Reichstag, les premières depuis les années 20, pour honorer la mémoire d'un homme politique allemand. Un homme qui avait su incarner l'espoir pour les Allemands de l'Ouest comme pour les Allemands de l'Est. L'homme politique qui avait imaginé l'Ostpolitik et qui avait prédit la chute du mur de Berlin. Willy Brandt aura marqué l'histoire allemande de l'après-guerre. Seul dignitaire étranger admis à prendre la parole, son ami Felipe González, représentant l'internationale socialiste que Willy Brandt présida pendant 16 ans. Adios, amigo Willy. Adieu mon ami Willy, tu as été un lutteur pour la paix et tu as su prendre les armes pour la défendre, cette liberté. À cet hommage rendu au prix Nobel de la paix 71, devait succéder un dernier hommage, celui des Berlinois qui ont tenu à accompagner leur ancien bourgmestre régnant jusqu'à sa dernière demeure. Dans ses dernières volontés, Willy Brandt avait souhaité être enterré ici à Berlin, sur la pierre tombale du cimetière de Zehlendorf, outre Willy Brandt, et 2 dates séparées par 78 années, cette épitaphe, j'ai fait mon possible. La tension semble être désamorcée ce soir entre forces bosniaques et représentants des Nations Unies à Sarajevo. L'unique corridor humanitaire entre l'aéroport et la capitale devrait, en principe, être réouvert demain. Jean-Paul Gerroir. Un seul conteneur au milieu d'une seule route et tout Sarajevo de nouveau privé de nourriture, mais cette fois par ses propres défenseurs. La menace planait sur la ville depuis jeudi, depuis que les forces bosniaques avaient bloqué la seule route praticable de l'aéroport au centre de Sarajevo. Raison invoquée, les forces serbes l'auraient utilisée pour infiltrer des chars dans la zone de l'aéroport. Ce matin encore, la tension était à son comble entre les forces bosniaques et l'état-major des casques bleus qui n'excluaient pas de dégager le passage par la force. Ce soir, un compromis semble avoir été trouvé. L'ONU patrouillera dans la journée pour éviter toute infiltration serbe et la route sera fermée la nuit. Ce défi aura toutefois montré la crispation et la méfiance chaque jour plus manifeste entre Bosniaques et casques bleus. Un violent séisme d'une magnitude de 6,6 degrés sur l'échelle de Richter a ébranlé aujourd'hui le nord-ouest de la Colombie, provoquant d'importants dégâts et laissant quelques 2500 personnes sans abri. Les autorités n'ont pas fait état de victimes. Ce tremblement de terre est le plus violent enregistré en Colombie depuis 1977. En Égypte, la polémique après le drame, alors que les autorités évaluent à près de 300 millions de dollars le montant des destructions provoquées par le séisme de lundi dernier. Les responsables du génie civil dénoncent la vétusté, la violation des normes de construction de tous les bâtiments qui ont été détruits lundi. L'urbanisme mis en cause au Caire, reportage dans la vieille ville de Nathalie Darrigan et Philippe Poncet, commentaire de Nicole Battel. La vieille ville du Caire, 300 000 habitants sont entassés dans ces constructions vétustes. Ici, chaque mètre carré couvert est occupé par une personne ou une famille. Cage d'escalier, cour, cave, pas un espace vacant. Mais l'extrême précarité de cet habitat est une source permanente d'accidents. Régulièrement, une maison s'écroule. Lundi, c'était l'horreur. Moi, ma maison a bougé, le sol tremble encore. Dans ce lieu précis, au cœur de la vieille cité, 10 bâtisses se sont effondrées, 3 personnes ont été tuées. La peur panique envahit ces familles, elles vivent dehors et n'osent plus réintégrer les bâtisses encore debout. Tous ces gens vivent ici dans la rue parce qu'ils ont peur, vraiment très peur. Sur ordre du gouvernement, 400 ingénieurs ont jusqu'à mardi pour inspecter les immeubles endommagés. Les hommes du génie civil ont révélé que les bâtisses détruites étaient soit mal entretenues, soit de construction peu rigoureuse. Aujourd'hui, le président Hosni Moubarak a réestimé à 1,5 milliard francs les dégâts de cette catastrophe. Il a promis de reloger les sinistrés, mais pour l'instant, et peut-être pour longtemps, ce ne sont que des camps de fortune.
Politique en France, Édouard Balladur veut donner la priorité aux réformes. L'ancien ministre de l'économie, qui s'exprimait aujourd'hui devant l'Université des jeunes RPR à Port-Marly, a affirmé notamment qu'être gaulliste ne voulait pas dire être conservateur. Le RPR mobilisé aujourd'hui pour sa campagne des législatives. Jérôme Catala. Jacques Chirac, ampère de la famille gaulliste. Image allégorique d'un mouvement qui se veut de nouveau réuni après la parenthèse du référendum. Car le RPR veut oublier que certains étaient pour et d'autres contre Maastricht. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avancer en rang serré vers le nouvel objectif, les législatives. Des élections que l'opposition se dit sûre de remporter largement, mais Alain Juppé, lui, est un homme prudent. La France n'est plus gouvernée, c'est la fin du régime. Donc ils sont cuits, c'est sûr. Mais nous n'avons pas pour autant, je le répète, forcément gagné. Gagner, oui, mais pourquoi faire? Pour appliquer quelle politique? À cette question, posée en fait par Alain Juppé, Édouard Balladur répond par un véritable discours de la méthode, ou plutôt de la réforme, le mot-clé de la nouvelle société proposée par le RPR. Il y a des choses qu'il faut maintenir, il y a même des choses qu'il faut restaurer. Et puis il y a des choses qu'il faut inventer. Eh bien, nous devons être ceux qui sommes prêts à l'invention. Aujourd'hui, les conservateurs dans la société française, ce sont les socialistes. Édouard Balladur, chantre du gaullisme réformateur, de quoi surprendre Charles Pasqua et surtout Philippe Séguin, qui avait fait de cette même réforme l'un de ses thèmes principaux lors de la campagne du référendum. Mais l'objectif de la direction du RPR est simple, rassembler en vue de mars 93 et derrière un programme commun, les gaullistes de toute obédience. Société, un poste de police municipale agressé par une trentaine de jeunes hier soir à Asnières, dans les Hauts-de-Seine. Pour un motif encore incertain, mais qui pourrait être lié au trafic de drogue, les jeunes gens ont mené une opération éclair qui a fait 3 blessés aux alentours du bâtiment. Reportage sur place aujourd'hui de Philippe Visserias et Yves de Wulf. La cible était bien choisie. Le poste de police est installé au cœur des quartiers nord d'Asnières et les policiers municipaux ne portent pas d'armes. L'attaque a été soudaine, bien réglée. Le commando, une trentaine de jeunes, cagoulés et armés de barres de fer. Très vite, on passe du jet de pierre à la bombe incendiaire. Bilan, un policier brûlé au 2e degré et 2 pompiers légèrement blessés. Les gens en ont ras-le-bol et moi j'habite personnellement le quartier. Je connais bien ce quartier, mais mes collègues aussi connaissent très bien ce quartier. C'est un petit noyau qui agace les gens, etc. Et tout ce problème vient d'un système économique qui est basé sur la vente et la revente de drogue. D'après les services municipaux de sécurité, il s'agirait d'un acte de vengeance perpétré par les jeunes du quartier. Cette semaine, Jamel Kater, l'un d'entre eux, a été interpellé par la police judiciaire pour une affaire de drogue. Officiellement, il s'est ensuite pendu dans sa cellule, mais dans les quartiers nord d'Asnières, on ne croit pas à la thèse du suicide. L'attaque du poste de police est l'incident le plus grave qui s'est produit ici depuis son installation en août dernier. On attendait ce commissariat avec impatience, mais disons qu'on se sent déjà en sécurité, il y a des gens qui patrouillent, on se sent quand même plus en sécurité. La mairie d'Asnières envisage maintenant de renforcer la surveillance, voire d'augmenter les effectifs pour reprendre en main les quartiers nord de la ville. Les 4 personnes ont été interpellées aujourd'hui à Asnières. L'une d'entre elles est toujours en garde à vue ce soir. Il y a un an, un jeune motard, Édouard Boix-Sabata, interpellé par la police, ne s'arrêtait pas au barrage et se faisait tirer dans le dos par un brigadier chef. Âgé de 17 ans aujourd'hui, Édouard a gardé de graves séquelles de cet accident, mais un an après les faits, la plainte déposée par ses parents n'a toujours pas été instruite. Reportage Caroline Sins, Marie-Hélène Roqueton. Édouard, 17 ans, a passé 8 mois dans des hôpitaux et centres de rééducation pour retrouver l'usage d'un bras paralysé. Cette cicatrice et ce petit trou dans le dos, la trace d'une balle qui lui a sectionné une artère toute proche du cœur. Une balle de P38 tirée à bout portant par un policier il y a un an sur les Champs-Élysées. Ce jour-là, Édouard, qui avait emprunté la moto de son père en cachette avec un copain, a peur de s'arrêter lorsque la police l'interpelle. Un brigadier chef lui tire dans le dos pour l'arrêter. Ses parents portent plainte pour tentative d'homicide volontaire et non-assistance à personne en danger. En un an, 4 juges d'instruction se succèdent et ne font presque rien. Une lenteur judiciaire étonnante. Le dossier est effectivement bloqué, la preuve en est, puisque depuis un an, les actes principaux d'instruction n'ont pas été faits. Il est évident qu'on veut enterrer ce dossier, qu'on veut l'oublier parce qu'il concerne un policier.
Une autre enquête se mène en parallèle, celle de l'IGS, la police des polices. 16 retenus, le policier a tiré involontairement. Mais de ce côté-là, personne n'a voulu nous répondre. Pour Édouard et ses parents, cette attente est insupportable. Je voudrais qu'on me dise clairement si les policiers sont au-dessus des droits de l'homme et au-dessus de la justice et ne sont pas considérés comme des citoyens ordinaires, mais qu'on nous le dise, qu'on ne nous laisse pas pourrir comme on est en train de nous faire de dossier en dossier. Je crois que s'il y a cette lenteur dans la justice, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Nous n'avons rien à cacher, même pas les fautes de notre fils. Donc nous irons jusqu'au bout. La bavure policière sera-t-elle un jour reconnue? Édouard, lui, en porte les traces. Son bras insensible et un pontage artériel à vie lui rappelleront toujours qu'un policier a dégainé trop vite. Un réseau de faux monnayeurs démantelé sur la Côte d'Azur. Plus de 2000 billets de 500 francs ont été saisis. Des billets, vous allez le voir, souvent plus vrais que nature. Chantal Fazi. Ils sont presque parfaits. Ils se froissent, ils craquent comme les vrais. Indétectables, ils échappent à tous les systèmes actuellement sur le marché, même à la lampe à ultraviolet. Seul indice, des numéros de série communs à tous les faux, des numéros que la Banque de France n'a pas encore communiqués au bureau de change, ces derniers étant contraints de se fier à leur flair. En cas de doute, on les refuse. Moi personnellement, si j'ai des doutes, aussi bien pour un traveler chèque ou pour une signature ou pour un billet, je le refuse. Je leur demande d'aller à la Banque de France, justement. Apparus il y a 2 mois sur le marché, ces faux billets ont surtout été écoulés dans les Alpes-Maritimes et la Corse auprès de la population maghrébine. C'est l'arrestation d'un marchand ambulant, ancien repris de justice, qui a permis à la police de démanteler une partie du réseau et de saisir plus de 2000 faux Pascal. Les 5 trafiquants ont été écroués à la maison d'arrêt de Nice. Reste maintenant aux policiers à localiser l'imprimerie. Quant à la Banque de France, elle planche pour essayer de trouver un instrument capable de détecter ces Pascal trop beaux pour être vrais. Que le 17 octobre devienne journée mondiale contre la misère. C'est le vœu formulé aujourd'hui par l'association ATD Carmonde. L'aide à toute détresse existe depuis 35 ans, depuis en fait sa création en 1957 à Noisy-le-Grand. Reportage Christelle Méral, Guy Elkrieff. Le lieu de la réunion du souvenir s'imposait, Noisy-le-Grand. Les amis d'ATD Carmonde, volontaires, donateurs et défavorisés se sont retrouvés ce matin là où tout a commencé. En 1957, le père Joseph Wrezinski découvre un bidonville à 2 pas du centre-ville de Noisy. Il décide d'aider les 300 familles vivant dans la misère. Il se bat pour permettre aux défavorisés d'étudier, car pour ce Polonais d'origine, seule la connaissance permet d'échapper à la pauvreté. Il crée aussi un atelier de travail. Aidés par des volontaires, les oubliés du système retrouvent une activité et leur dignité. Ils ont su nous apporter ce qui nous manquait le plus, au fond. Quoi ? C'était qu'on était capable de s'en sortir si quelqu'un nous tendait la main. Le père Joseph est mort en 88. Un père qui refusait d'assister mais voulait donner aux pauvres la volonté de s'en sortir. Dès 1957, il crée l'association ATD Carmonde, ATD pour aide à toute détresse. Le père Joseph a laissé derrière lui une œuvre importante. Il a créé 3 cités de promotion familiale. Des résidences où des familles rejetées par toutes les administrations sont accueillies au grand complet. Tant que le noyau familial reste uni, il y a vraiment une forte motivation pour se battre. À l'actif également du père Joseph, les universités populaires et les bibliothèques de rue. Aujourd'hui, 10 000 personnes poursuivent son action avec ATD Carmonde. Il se mobilise contre la pauvreté et soulage la détresse. Économie, les comptes rémunérés condamnés à terme, vous le savez, mais ils continueront peut-être à faire les beaux jours de plusieurs banques. Michel Sapin, le ministre de l'économie, laisse 15 mois aux banquiers et à leurs clients pour se mettre en conformité avec la nouvelle législation. Mais certains établissements envisagent cette procédure sans vraiment se faire du souci. Reportage Jean-Yves Serrand et Joseph Duel. Interdit les comptes chèques rémunérés? Pas du tout, répondent aujourd'hui aux clients les banques qui en offrent. Comme la banque Cortal, pas de guichet mais 60 000 comptes rémunérés depuis 5 ans. L'argent déposé est investi en 6 caves monétaires, rapporte 7% l'an. De manière trop automatique pour le gouvernement, Cortal va la modifier. Oui, Cortal continue bien sûr. Le ministre de l'économie a souhaité qu'il n'y ait plus de retour automatique entre la SICAV et le compte courant, ce qui est l'originalité quand nous avons lancé le compte optimal. Eh bien, nous allons nous adapter. Il va falloir une demande express du client pour qu'on vende ses parts de SICAV.
nous allons trouver la procédure. Au guichet de la Barclays, on veut également continuer à rémunérer l'argent du grand public. Même volonté de contourner le texte de la future interdiction, mais l'on est plus prudent, on ne dit pas comment. Nous attendons donc d'avoir la réglementation exacte et à partir de là, nous allons mettre sur pied un produit de substitution qui tienne compte des normes nouvelles. À terme, on voit mal comment le ministère de l'économie arrivera à contenir l'arrivée des comptes rémunérés. La France est l'un des derniers pays d'Europe à les refuser, qu'on le veuille ou non. La logique du grand marché libéral autorisera les banques à rémunérer les dépôts et malheureusement à facturer l'échiquier. La mode printemps-été 93 en France sera peut-être assaillie par des produits en provenance de Moscou. Les couturiers de l'Est s'engouffrent actuellement dans les brèches de la privatisation, à la fois pour tenter de faire connaître leur talent, mais aussi pour briser en quelque sorte l'uniformité des modèles proposés en Russie. Le futur grand nom de la mode occidentale s'appellera peut-être Slava Zaïtsev. Il a présenté sa collection à Moscou à Marie-Claire Thiers et à Jean-Jacques Ledeuil. Le créateur Slava Zaïtsev conçoit ses défilés comme des spectacles. À Moscou, un véritable défi à la pénurie. Comment peut-on réaliser une ou deux collections par an alors que trouver du fil et des boutons relève du miracle et que le choix du tissu dépend des arrivages? Pour remédier à cette situation, Slava Zaïtsev a commencé à racheter la maison de la mode tout en étant lucide. Avant, c'était plus facile quand l'État s'occupait de vendre toute la production. Tout le monde pouvait venir acheter ici, c'était vraiment pas cher. L'idée ne coûtait absolument rien. Mais maintenant, on dépend du marché qui fixe les prix. On doit réfléchir, on doit travailler en fonction de la demande et s'adapter. Les articles coûtent maintenant entre 10 000 et 30 000 roubles, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Mon salaire, c'est 9 000 roubles par mois. Et vous pouvez vous offrir une robe de ces Slavas? Oui, si je veux, si je travaille en plus. J'ai parfois des travaux. Dans les ateliers, on se réjouit de cette privatisation en cours, avec l'espoir d'obtenir de meilleurs salaires. Nous avons investi de l'argent dans cette maison qui sera bientôt la nôtre, j'espère, et j'ai 4 actions. Je voudrais bien que la privatisation soit plus rapide. C'est toujours pénible, les périodes de transition, quand on ne sait pas où on va. Quand nous sommes les maîtres, c'est sûr que nous devons économiser chaque rouble, chaque copec. Dans ce cas, nous devons choisir les personnes qui peuvent accélérer, améliorer les situations dans les questions économiques. Les 500 salariés de la balayeuse au mannequin sont-ils conscients des bouleversements que risque de provoquer la privatisation? En attendant, Slava Zaïtsev présente ses défilés comme un hymne à la beauté, une tache de couleur dans la vie grise des moscovites, une pointe d'humour et un clin d'œil. D'autres hommes cet après-midi, mais sur un terrain de rugby, l'équipe de France battue à Lyon par l'Afrique du Sud, 20-15. La sélection tricolore a pu mesurer tout le chemin qui lui reste encore à parcourir. Le premier test sous le regard de Jean Abeyou et de Marc Météron. Sacrés joueurs sud-africains, cloîtrés depuis 4 jours, refermés sur eux-mêmes, donnés battus d'avance, ils vont à Lyon poursuivre leur invincibilité sur le sol de France. Dès la 6e minute, les avants Springboks prennent la mesure des coqs, offrant à Nash Botha l'occasion d'ajuster son drop. 3-0 puis 6-0 sur pénalité, alors que Sébastien Viars à 2 reprises vit le jour noir du buteur, le 15 tricolore apparaît étrangement absent, incapable d'enchaîner son jeu habituel. Une impression amplifiée juste avant la pause, cloué au sol, Jean-Luc Sadourny lâche logiquement le ballon. Adrian Reitcher, symbole d'une 3e ligne sud-africaine omniprésente, poursuit au pied au profit de Danny Gerber, 13-0 à la mi-temps. Nous avons mis effectivement la charrue avant les bœufs. Nous avons très mal débuté ce match-là. Pendant 40 minutes, nous avons déjoué. Je crois être un petit peu fautif de cet état de fait, à savoir que j'ai mal évalué notre niveau moyen de jeu. J'ai surévalué sans doute le potentiel de cette équipe de France à cette époque de la saison. Et donc, à partir de là, c'est vrai que toutes ces petites fautes amènent un résultat logique aujourd'hui. Dès la reprise, James Moll corse l'addition le long de la ligne. Mené 20-3, le déclic français va enfin se produire, un déclic nommé Alain Penaud. 54e minute, la mêlée tricolore met au supplice sa vis-à-vis. Alerté dans l'axe, le bréviste contourne toute la défense pour inscrire l'essai. Un exploit personnel qu'Alain Penaud réitère à 3 minutes de la fin sur une phase similaire.
Insuffisant car sans buteur et un jeu approximatif, le 15 de France s'incline 20-15, laissant aux Springboks le test match de l'histoire. Les partenaires de Marseille-Lyon se doivent de prendre une revanche samedi prochain au Parc des Princes. Nous refermons cette édition avec la fureur de lire qui bat son plein depuis ce matin en France en rencontrant de petits éditeurs. Claude Gleeman et Dominique Duchâteau se sont rapidement aperçus qu'en jouant la qualité, des éditeurs parvenaient à déjouer la crise aiguë de leur milieu. Nichées dans le vieux quartier latin, les éditions de l'Olivier, satellite du Seuil, n'ont qu'un an et demi d'âge. Olivier Cohen, le patron, a pour objectif la recherche de la qualité littéraire, priorité qui répond à la crise d'identité du livre, dernier symptôme du malaise de l'édition. Opinion tout en nuances du PDG de cette petite maison de 2 salariés. Aujourd'hui, beaucoup de gens hésitent avant d'acheter un livre, ils se demandent s'ils vont en avoir vraiment pour leur argent, si c'est si bien que ça. C'est pas parce que tel ou tel article qu'ils ont lu leur dit que le livre est bon qu'ils vont nécessairement se précipiter dessus. C'est ça que je veux dire. Il y a effectivement une espèce de crise de confiance et de conscience plus ou moins larvée. Tout l'objectif consiste alors à repérer des auteurs nouveaux à véritable talent et à les faire reconnaître avec succès auprès des lecteurs et des médias. Il y a quelque chose d'assez mystérieux qui s'appelle la qualité, qui circule, hein, et qui fait que tout à coup les gens deviennent plus intelligents, plus sensibles et ont envie d'une manière ou d'une autre de participer à ça. Atout des jeunes et petites maisons, mais également des anciennes, pour peu qu'elles se soient rénovées comme la Table Ronde, 6 salariés, prestigieux éditeurs d'Antoine Blondin, de Jean Anouilh et de tant d'autres. Quand le public met 120 ou 150, voire 180 francs sur un livre, c'est beaucoup d'argent pour la plupart des ménages. Ils veulent quelque chose qu'ils puissent garder dans leur bibliothèque, éventuellement transmettre à leurs enfants. Pas un produit empaqueté, fabriqué en fonction de l'ère médiatique du temps. Abondant dans ce sens, Denis Tilignac affine ses choix de jeunes auteurs, lance une collection de fonds bon marché, La Petite Vermillon, autant d'efforts anti-crise, ici comme ailleurs, et qui suppose des libraires complices. Dans un instant, la météo complète de Florence Klein, puis Yakapa, le divertissement présenté par Pascal Brunner. À 20h45, le film policier, comme tous les samedis soirs sur la 3. Je vous retrouve à 22h15 pour Le Soir, dont le dossier sera consacré au sport et à la tournée des Springboks, avec bien entendu l'ensemble des résultats sportifs de la soirée. Je vous souhaite un excellent début de soirée. Merci.